les demandes de validation de systèmes informatisés, je dirais, classiques. Voilà. Hein. Donc, on travaille dans la pharma et le dispositif médical. Voilà, on est un peu focalisé là-dessus. C'est parfois un peu réducteur, mais bon, voilà, c'est notre choix. Donc, notre vision, c'est d'avoir des consultants formés, une équipe qualité et technique pour répondre aux exigences réglementaires et qualité sans freiner le métier. Et l'idée, c'est de se focaliser sur la valeur des activités et non sur la production documentaire ou non sur la documentation. Voilà. Donc l'idée, c'est on a une approche data, hein, donc data et qualité des données, plutôt que documentation, avec un outillage adapté et des processus reproductibles, sécurisés, je dirais automatisés. Donc on a ces pôles-là qu'on décline avec 4 axes, un axe conseil, un axe service, un axe intégration à proprement parler, et puis un axe validation. Voilà, depuis quelques semaines maintenant, on a mis en ligne un catalogue de services que vous pouvez consulter à cette URL-là. Hein. Donc, si vous avez un compte Atlassian, vous vous connectez automatiquement. Si vous n'avez pas un compte Atlassian, c'est pas grave. On a mis un paramétrage qui fait que vous pouvez accéder à ce catalogue de services. Donc, si certains d'entre vous, pendant la présentation, veulent profiter de ce temps-là pour le consulter, ben voilà, il n'y a pas de, au contraire. Donc, dans ce catalogue de services, on a plusieurs axes, hein, mais notamment un axe validation de systèmes informatisés et conformité DM numérique. Et sur l'axe validation de systèmes informatisés, on a un catalogue sur la validation des systèmes informatisés classiques, la validation Atlassian, notamment sur Jira, JSM, Confluence et les plugins. Et puis, on y reviendra peut-être à la fin de la présentation. On a aussi un axe audit et diagnostic par rapport à une situation comme celle-là aujourd'hui. Si vous voulez faire un audit sur vos pratiques en termes de validation de systèmes informatisés, ben, en fait, via le portail, vous nous faites votre demande et on vous répondra. Hein. On traite également évidemment le sujet de la validation des digital continu et des tests automatisés intégrés au plugin X-Ray en particulier. Voilà. OK. On me pose la question de savoir est-ce qu'il y aura la présentation, est-ce qu'on pourra avoir les PowerPoint à la fin? La réponse est oui. Hein. OK. Donc, petite introduction. Donc, on parle de transformation digitale un petit peu dans tous les axes, dans tous les métiers, mais on parle rarement de transformation digitale en matière de vérification et de validation. Voilà. J'ai rarement entendu parler de transformation digitale sur ce sujet-là. Hein. Donc, il faut qu'on se pose la question en fait de pourquoi. Voilà. Comment expliquer que la conformité logicielle repose encore aujourd'hui majoritairement sur les documents? Bon, on va essayer de fournir des éléments d'explication pendant ce webinaire. Hein. Ok, il y a Christophe qui me pose une question sur le lien du catalogue. Dans le chat, je peux pas le faire, il faut que tu le fasses toi directement, ou François le fasse peut-être. Ok, donc transformation digitale VNV, pourquoi on n'en parle pas? Hein. Donc les principaux freins, selon moi, c'est tout d'abord une mauvaise connaissance de la réglementation et des guides qui sont très ou trop nombreux. Voilà. Hein. Euh, c'est vrai que la validation de systèmes informatisés et la conformité des logiciels, c'est un métier. Et les gens sont un petit peu, alors soit ils n'en ont pas connaissance, on va faire un test ici sur la seconde édition du GAMP 5, ou même sur le TIR 45 sur l'agilité. Et donc en fait, dans tous ces guides qui sont à la fois, qui sont parfois aussi un peu redondants, qui se chevauchent, les gens sont un peu perdus et donc du coup, on reste sur ce qu'on a un peu l'habitude de faire, quelque chose qui est connu, qui est en partie maîtrisé, hein, qui est l'approche QI/QOQP qu'on trouve très souvent.
et on a un peu de mal à en sortir. Et là, et une des raisons, c'est que dans beaucoup d'entreprises, évidemment, il faut faire plus vite, moins cher. Or, tout le monde sait que dès qu'on va changer une méthode, bah forcément, il y a une partie un petit peu de risque. On va faire des erreurs, on va apprendre. Et donc, il y a quand même pas mal de gens qui aujourd'hui restent encore un petit peu sur leurs anciennes méthodes et s'enferment un peu dans ces processus, je dirais, qui sont très documentaires, très documentés. Et bon, voilà. Du coup, c'est un vrai problème parce qu'on sait, les gens qui ont l'expérience savent que aujourd'hui, rester sur un processus qui est très documenté, ou tel qu'il est fait aujourd'hui, bah, en fait, c'est une voie sans issue, quoi, hein. Alors, j'ai une petite question peut-être là. Hop. Ah non, ok, c'est François qui vient vous envoyer le lien dans le chat sur le portail, hein. Sauf que moi, je vois que, en fait, j'ai pu l'envoyer co-organisateur intervenant. J'ai pas le choix de l'envoyer à tout le monde. Ok, bah, Ouais. alors attends, touc, attends, je sais pas si je peux le copier moi là. Si je fais CTRL-C, CTRL-V, voilà, je pense que tout le monde a dû recevoir le lien sur le catalogue de services, hein. Voilà. Donc réduire la doc, hein, c'est quand même l'enjeu. Donc on a cette seconde édition du Gantt 5 qui est sortie l'année dernière, hein, en septembre 2022. Donc je vous laisse, bon, c'est un extrait, hein, du rationnel du travail qui a été fait pour sortir cette deuxième édition, et notamment c'est l'augmentation de l'utilisation des outils et l'automatisation pour atteindre plus de contrôle, une meilleure qualité et des risques plus faibles à travers le cycle de vie. Voilà. Donc on voit que dans cette édition-là, il y a la reconnaissance effectivement aujourd'hui d'utilisation d'outils et de la possibilité d'automatiser, hein. L'autre élément qui n'est pas souligné dans mon texte là, c'est l'utilisation de modèles itératifs et de méthodes. Et donc en fait, effectivement, on a de plus en plus de nouvelles méthodes. Bon, en clair, l'agilité. Et un des freins qu'on a aujourd'hui à la mise en place de l'agilité, et l'agilité c'est une des méthodes pour réduire la documentation, c'est cette non-maîtrise, en fait, à la fois, cette double maîtrise des méthodes et des outils. Et c'est ça qui fait qu'en fait, les gens sont un peu, on a encore une approche qui est très orientée papier, hein. Alors évidemment, quand il s'agit de qualité au sein de DSI, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une impulsion qui est donnée par la direction des DSI, dans certaines DSI, d'aller vers l'agilité. Et donc, bon, c'est le leadership de ces DSI qui pousse les gens qualité VSI à aller vers l'agilité. Par contre, quand on va dans les directions métiers, on n'est plus dans ce schéma-là, et par conséquent, c'est plus compliqué. Et donc, on a bien le problème de la montée en compétences sur les méthodes et les outils. Donc, puisque le sujet c'est réduire la documentation, quand on travaille en mode agile, on va travailler généralement sur des artefacts, on va travailler sur des tickets, hein, et donc on va pas travailler sur des documents, on va pas travailler sur une URS au sens User Requirement Specification, c'est-à-dire c'est un document. Non, on va travailler, comment dire, sur des stories. Donc de facto, dès qu'on passe à l'agilité, on réduit, comment dire, la documentation. En revanche, puisqu'on est quand même dans un contexte réglementaire, à un moment donné à un autre, il va bien falloir reconsolider tout ça. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. Donc, réduire la documentation, et c'est aussi souvent lié, on dit oui, la validation, ça ralentit les projets.
Oui, ça ralentit les projets parce qu'on met du temps à définir les URS. Et il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, bah, les métiers, souvent, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est tout à fait justifié parce que bah, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, quand on est en mode agile, on a une approche qui est différente puisqu'on travaille par incrément. Et donc, on va délivrer de la valeur au fur et à mesure et on va dérisquer le projet au fur et à mesure, augmenter la visibilité et surtout, le principe même de l'agilité, c'est d'adresser un problème majeur sur la VSI, comment dire en cycle en V aujourd'hui, c'est la collaboration entre les métiers, l'informatique et la qualité. C'est ça aujourd'hui, c'est ce manque de communication, c'est les difficultés de communication, ces difficultés par rapport aux ressources qui font que le cycle en V, aujourd'hui, bah, a un peu tendance à retarder, je dirais, les projets. Là, en adressant ce problème de fond, qui est le problème en fait de la communication, de la coordination, en ayant des équipiers qui travaillent sur un même projet, ben, on adresse ce problème de communication qui est la source en fait de beaucoup de retards et de beaucoup en fait de retards qui sont liés à des incompréhensions. Donc, dans cet appendice D8 du GAMP 5, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le GAMP 5, hein, le GAMP 5 c'est un guide, hein, c'est pas une réglementation, mais c'est un guide qui fait référence en tout cas pour l'industrie pharmaceutique, également pour le dispositif médical, pour tout ce qui est validation de systèmes informatisés, hein. Ça vient compléter de manière très avantageuse euh, le TIR 80002. Il est dit clairement, et je pense que c'est vraiment, enfin, c'est ça la clé, hein. Pourquoi les gens n'arrivent pas toujours à faire de l'agilité, voilà, c'est qu'il faut avoir des gens qui soient formés et qualifiés avec les outils appropriés. Voilà. Sinon, bah oui, on peut pas faire de l'agilité dans un environnement GXP. Voilà. Euh, donc, les exigences, elles sont collectées, je dirais, au fur et à mesure, hein, la configuration, les tests, les releases, hein. Souvent, quand on est en VSI classique, en fait, on fait par rapport à une version. Là, quand on est en agilité, où bah, en fait, on va plutôt travailler sur des versions et c'est ces versions, on va les libérer à travers des releases, hein. Donc, c'est un travail continu avec des équipes multifonctionnelles. Voilà. Évidemment, donc l'agilité, donc je me répète, réduit l'aspect documentaire et on va voir que ça fait plus que réduire l'aspect documentaire, c'est que ça va autoriser la génération automatique de documents, hein. Mais l'agilité surtout va permettre d'adresser un problème que l'on traite depuis des années et des années, ce qui est la définition du besoin. Puisque je rappelle que la validation, d'accord, c'est la démonstration, comment dire que le système informatisé répond aux besoins attendus. Donc ça sous-entend que les besoins soient définis. Voilà. Donc en agilité, on va travailler par manière itérative et on va définir dans des stories les besoins au fur et à mesure. Voilà. Et donc sur des projets où le scope n'est pas forcément très clair, notamment sur des projets, je dirais, de développement spécifique, l'agilité est particulièrement adaptée, hein. Ou notamment des projets aussi très innovants. euh, donc, je vous laisse lire ça, mais ce qui va changer, et c'est ce que j'avais un petit peu indiqué, c'est que là, on va plus avoir du RS. En fait, on va plus surtout avoir le S du RS, c'est-à-dire spécification, ok, comme document, mais on va avoir une liste complète d'artefacts qui vont être des stories. On va voir que dans certains cas, sur des phases transitoires, on peut peut-être faire un peu plus, hein. Euh, mais bon, on va dire que c'est pour l'instant une liste d'artefacts qui peuvent être des stories. Éventuellement, on peut avoir d'autres terminologies, mais le guide, lui, il dit en fait, ben, avec des stories, vous pouvez vous en sortir. Donc, le backlog, évidemment, on peut pas le gérer, comment dire, d'un point de vue papier, parce que tout simplement, on peut pas le contrôler, hein, et donc c'est un principe clé des GXP, et on reconnaît qu'évidemment, c'est ce qu'il y a de plus efficace, hein.
Les rapports peuvent être générés à partir des outils, parce que, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, il faudra quand même bien sortir un rapport sous forme de document, sous forme de page Confluence, on va voir. Et surtout, on va pouvoir avoir quelque chose d'intégré. Donc là, on en a parlé avec les bugs pour faire les liens. Et on verra plus tard un autre élément, je suis sûr que vous avez en tête, lorsqu'on va travailler sur l'aspect DevOps. Donc pour illustrer mon propos, ici, voilà, j'ai quelque chose d'intégré. Donc bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître, comment dire, un ticket X-Ray. Donc là, on passe d'une approche document à une approche ticket ou une approche data. Donc là, vous avez un test, hein, DMC 367, ok, qui lui-même fait partie d'un test plan qui est DMC 366, ok. Euh, et on va voir par la suite, voilà, que ce test ici, on l'a écrit, comment dire, en Gherkins. Donc ça, c'est quand même aussi encore un autre moyen de réduire la documentation, puisqu'en fait, on va avoir un script de test qui va être beaucoup plus rationnel et beaucoup plus clair. Et ça va préparer, comme on va le voir dans la suite du webinaire, l'automatisation, puisque en fait, ce test-là qui est décrit dans ce langage-là, le développeur de test va pouvoir le prendre, ça va lui servir de spec en fait pour développer son test. Voilà. Donc ça, c'est un axe qui va apporter beaucoup plus de visibilité. Ici, je le rappelle, on en avait évoqué plusieurs fois dans les précédents webinars. Comme on est sur des tickets, les tickets vont pouvoir être liés, alors ici, je ne le vois pas forcément, mais liés, comment dire, à des stories, et on va être capable de générer une matrice de traçabilité automatique. Hein. C'est sûr que passer en mode ticket, ça vous ouvre tout un ensemble de possibilités en termes de traitement de ces tickets et en premier lieu, le fait de générer une matrice de traçabilité qu'on va pouvoir filtrer par version, par release, selon X critères. Donc ici, on va avoir l'exécution d'un test en Gherkin. Donc vous avez ici, c'est à peu près la même chose, sauf que ici, vous avez un rapport, voilà, HTML. Donc vous avez le Gherkin qui est là et vous avez le rapport qui est exécuté. On y reviendra tout à l'heure avec une petite démo hein, là-dessus. Alors, l'élément. Alors, attends, j'ai peut-être une petite question. Hop, on va voir. Du coup, alors là, j'ai une question de Pascal. Du coup, quel profil a rédigé le test en Gherkin? Probablement pas l'utilisateur. Donc, quelle nature de test ici en Gherkin? Eh bien non, Pascal. D'accord. Le test a été rédigé en Gherkin par un utilisateur. Ça n'est pas un informaticien qui a rédigé ça. Okay. Donc, ça nécessite de effectivement former les gens à de nouvelles méthodes. C'est pas plus, ça se fait bien. Hein. Il faut simplement décider de former les gens. Et une fois qu'on a expliqué, ça se fait plutôt bien. Voilà. Hein. Mais on est vraiment dans un des freins. Hein. Rappelez-vous, il y a vraiment deux freins majeurs, c'est méthode, outil. Voilà, on est dans l'axe méthode. Alors ici, vous avez un schéma que j'ai trouvé très intéressant. Donc je participe à un groupe de travail sur l'agilité dans le GAMP francophone. D'ailleurs, s'il y a des gens, j'en profite là pour faire un appel au recrutement, s'il y a des gens que ça intéresse d'échanger et de travailler à la rédaction d'un article sur l'agilité dans un environnement GXP,
ils sont les bienvenus. Il suffit simplement de m'envoyer un mail à philippe@adn.fr et je vous mettrai en contact avec Philippe Langlais qui travaille maintenant chez Dassault Systèmes, qui chapeaute ce groupe-là. Hein. Donc, ici, vous avez une approche qui est. Donc, Bioforum, c'est un consortium de laboratoires pharmaceutiques qui se sont dit bah, comment on pourrait réfléchir à faire de l'agilité dans un environnement GXP. Et ils ont essayé comment ne pas tomber dans le piège classique dans lequel on est tous tombés, qui consiste à dire ah mais pas de problème, je vais faire des mini cycles en V dans chaque sprint. Voilà. Parce que ça, évidemment, bah ça marche pas. Mais c'est un réflexe qui est tout à fait naturel, hein, qui est tout à fait naturel. Quand on voit quelque chose de nouveau, on se raccroche par rapport à ce qu'on connaît. Donc c'est tout à fait naturel. Il ne faut pas essayer de contraindre l'agilité avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire le cycle en V. D'accord ? Il faut faire l'inverse. Il faut comprendre l'agilité et voir comment on peut utiliser l'agilité pour atteindre notre résultat qui est la maîtrise du cycle de vie logiciel. Hein. C'est hyper important. Je peux comprendre et je comprends tout à fait que quand vous êtes dans une entreprise, il y a des historiques, il y a des habitudes, il y a des politiques, etc. Et donc forcément, il y a ce réflexe-là. Et très souvent, ben, je vois que ça amène à des situations un peu sans issue, euh, parfois pour des questions de ouais, d'inspection, mais sincèrement, ça amène des situations où vous avez les équipes agiles qui affrontent les équipes qualité, ça crée des blocages, ça retarde les projets. Alors certes, c'est pas facile, hein. C'est pour ça qu'en fait, le retour que l'on a sur ce sujet-là, nous, tous les clients qu'on a simplement formés, on est revenu 6-7 mois après, 60%, ils avaient pas vraiment avancé. Voilà. On leur a proposé de les accompagner sur un projet en particulier. Tout s'est décoincé en l'espace de 2 semaines. Voilà. Parce que bah, ils vont tomber sur un écueil et ils vont bloquer, ils vont s'arc-bouter. Et voilà, c'est juste l'expérience. Bon, je reviens à mes moutons avec ce Bioforum 2017. Donc là, ils ont une approche qui est, à mon avis, relativement intéressante et très pragmatique pour réduire la documentation, parce que c'est le sujet de ce chapitre 1 là. OK, hein. C'est de dire, OK, on travaille que sur des user stories. Hein. On a des design specifications. OK. Bien sûr qu'on va avoir du code, bien sûr qu'on va avoir des code review et du test unitaire. Hein. Mais vous voyez qu'on n'a pas tous les niveaux de spécification. Par exemple, on a souvent URS, FS, SDS, enfin voilà, spécification fonctionnelle, spécification de détail. Donc ils ont limité ça. On n'a pas d'URS, hein, on parle d'US là, on ne parle pas d'URS. Okay. En revanche, ce qui est intéressant, c'est cette notion de jalon et de porte. Okay. Donc une porte pour le planning, une porte pour le reporting, une porte pour associer à des sprints. Okay. Et en fait, c'est au moment de chaque porte qu'on va vérifier la qualité en fait des livrables. Voilà. Donc c'est dans cette porte-là
On va vérifier si effectivement on a bien la definition of done, que les stories sont bien en statut done, que le user risk assessment il est bien fait, qu'effectivement on a bien la revue de code, qu'on a bien les tests unitaires, etc. Okay. Donc c'est un moyen, comme un autre, de montrer qu'on maîtrise le cycle de vie de notre système. Voilà. Et en fait, bon là on a des approval gates, mais souvent quand on est en agile, on a des sprint review, des rétrospectives de sprint. Ben, en fait, il faut utiliser ces mécaniques, cette méthodologie agile pour alimenter votre argumentaire de maîtrise du cycle de vie du logiciel. Voilà. Hein. Donc là, je remets une petite pièce sur, voilà, utilisez l'agile pour, ne confondez pas engagement de résultat, qui est la compliance, avec engagement, je dirais, de moyens, qui est, voilà, on n'est pas obligé de faire QI que occupé. C'est pas vrai. On nous demande par contre que le système, il soit validé. Voilà. Et quand vous regardez la réglementation, bon, il n'y a rien qui vous dit faites utiliser telle méthode ou telle méthode. Hein, voilà. Mais il ne faut pas opposer les méthodes, mais c'est sûr qu'il y a une méthode qui, naturellement, si elle est bien utilisée, va réduire la documentation, va augmenter la qualité de la documentation et, alors je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler là, va, avec les outils, permettre d'aller plus loin. Okay. Donc là, voilà, c'est une approval gate. Vous pouvez très bien faire une petite page Confluence. Donc cette page-là, bah, vous allez la signer, dans laquelle vous allez mettre vos points de vérification et vous allez faire le débrief de votre sprint. Donc vous pouvez très bien utiliser un modèle de sprint review hein, ou valoriser les modèles de sprint review que vous avez actuellement. Alors, j'ai une question. Alors, je vais la lire. Donc, alors, il me paraît facile à mettre en œuvre l'agilité pour les projets internes, autant il est pour nous difficile, voire déconseillé de faire de l'agilité dans le contexte de projets contractuels avec des clients laboratoires, qui est notre contexte avec un engagement de résultats et des audits réguliers environ 40 audits par an. Ah, ça, c'est la réalité. Alors, je ne sais pas pour quelle entreprise vous travaillez, mais oui, aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que un laboratoire qui vous audite, ok, il ne peut pas vous interdire d'utiliser l'agilité. Ce qu'il peut vous reprocher, c'est de ne pas appliquer votre procédure de validation de système informatisé. Là, il est en droit de le faire, parce que là, il est dans le cadre de son audit de qualité. Si ça peut peut-être vous rassurer ou vous encourager, tous les éditeurs de logiciels euh, qui travaillent dans le monde de la pharma utilisent l'agilité aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un argument à développer, mais j'ai encore eu cette discussion également, pas plus tard qu'hier avec un éditeur de logiciels. Il me dit oui, mais les audits clients, etc. Bon. Alors là, il y a peut-être un message aussi pour les laboratoires pharmaceutiques qui sont présents et qui font des audits fournisseurs. Hein. Soyez ouverts par rapport comment dire, à vos partenaires hein, qui voudraient utiliser l'agilité. Quoi, hein. Mais il y a aucun fondement réglementaire pour vous empêcher à utiliser l'agilité, Saïd. Il y en a pas. C'est pas vrai. Ok. Par contre, il faut que l'agilité elle soit utilisée correctement chez vous, avec un certain nombre de contrôles sur le cycle de vie. Mais ça tient pas. Voilà. Par contre, qu'il y ait un usage, etc., là, je suis complètement d'accord. Mais voilà. Après, c'est ce que font aussi certains de nous. On a des clients qui, dès qu'ils vont sur des solutions un petit peu innovantes, et je pense que c'est pas que nous, hein, je pense que ça se fait de plus en plus, les laboratoires pharmaceutiques se font épauler de consultants expérimentés et les consultants expérimentés, voilà, ils sont au courant hein, de ce qui se passe dans l'industrie aujourd'hui, notamment sur l'agilité. Hein. Voilà. Donc peut-être que
il faut demander les compétences aussi des consultants qui viennent vous voir ou des auditeurs, hein. Bon, peut-être un peu délicat, mais pourquoi pas, hein. Alors, le temps passe, c'est déjà 37, il faut que j'accélère. On va aller sur les contrôles automatisés avec des choses plus ou moins simples, ok, et assez pratico-pratiques. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il sera évoqué plus tard dans la présentation la mise sous contrôle, validation des outils système? Car là, souvent l'entité est faite via Jira sans maîtrise documentaire. Ah bah, pile poil, on est dedans, hein. On va y arriver, Aurélien, hein. Euh, Peut-être que j'ai été... Oui, bon, sinon, je vais le noter. La maîtrise documentaire. Ok, on a des exemples là. Ok. Alors, on va aborder là un petit peu là, les contrôles. Les contrôles, parce qu'on a dit que dès le début, rappelez-vous, hein, c'était voilà, c'est méthode et contrôle, hein. Donc, on va commencer par des contrôles simples, et puis après, on va commencer par des contrôles euh, un peu plus. On va montrer un exemple de test automatisé. Et puis après, dans l'étape d'après, sur la validation continue, on montrera encore quelque chose d'un peu plus évolué, hein. Voilà. Euh, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, en DevOps, on a beaucoup de change, beaucoup de release. Donc, ça, ça peut paraître un peu compliqué à gérer en environnement GXP, entre guillemets, en environnement GXP, entre guillemets, papier, hein. Et on va voir qu'il y a un tas de possibilités de mettre, je dirais, des contrôles pour démontrer à un auditeur qu'on maîtrise le cycle de vie, hein. Euh, voilà, donc là, c'est ce que je disais. Voilà, c'est marqué dans cette annexe là, 3.6 du GAMP, hein, avec beaucoup plus de chance. C'est quasiment improbable d'avoir une documentation traditionnelle et avoir le lien et de la maintenir à jour, hein. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Mais évidemment, l'équipe DevOps, il faut qu'elle soit, se sente concernée par la qualité, hein. Alors, j'ai une petite question encore. OK. Alors, j'ai une autre question. Oui. On parlait de formation de qualification des personnels. Comment capitaliser sur les cycles de développement agile de fournisseurs qui n'ont pas de formation à nos réglementations et nos contraintes? Bah oui. Donc ça, c'est tout le sujet, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, enfin, dans l'agilité, les fournisseurs doivent inclure des stories réglementaires, quoi. Et parfois, ils ne les connaissent pas. Voilà. Donc c'est là où il faut augmenter la collaboration, je dirais, avec eux. Je suis désolé, j'accélère un petit peu parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps voilà, d'illustrer mes propos. Donc, on va aller dans les choses de plus ou moins compliquées, hein. Donc là, sur les contrôles, notamment sur les requirements, un truc très simple qu'on peut faire, c'est dans les workflows Jira, utiliser des conditions, des validateurs. Voilà. Donc là, je vais vous donner un exemple. Vous voyez ici, on a vraiment une story avec un truc qui est vraiment dans l'esprit agile. On dit, OK, il n'y a pas de règle pour faire de selected on development in progress. Tout le monde peut faire ça. OK. Par contre, pour passer en done, il faut que ce soit uniquement la qualité capable de faire cette transition. Là, on a mis qualité, mais ça pourrait être autre chose, hein. Voilà. Peu importe. Vous mettez ce que vous voulez, mais vis-à-vis d'un auditeur, dans vos workflows, vous mettez des conditions, vous mettez des règles de validation, vous mettez ce que vous voulez. Donc ça, c'est du natif, c'est du workflow Jira. Okay, et ça va vous permettre déjà de contrôler. Donc, il y a des règles très simples, natives, et si vous voulez faire des règles plus sophistiquées, il va falloir faire du script runner, et il y a déjà pas mal de gens qui le font, hein.
Vous avez autre chose qui est peut-être un petit peu plus nouveau pour certains. Euh, on pourrait peut-être faire un sondage là, me mettre simplement dans le chat. Qui connaît Automation for Jira? Alors ça marche uniquement en cloud, mais en fait c'est des règles que vous pouvez mettre. Donc là vous avez par exemple ici, lorsque le parent est terminé, fermez tous les tickets enfants présents. Lorsque toutes les stories sont terminées, fermez le parent. Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Ici, j'ai fait une petite règle, notification de création d'une version. Voilà. Quand l'équipe projet crée une version, bah, tac, automatiquement, le groupe qualité va savoir que tac, ah, le projet est en train de créer une nouvelle version. Voilà. Il y a des règles, on peut mettre beaucoup de règles et des choses très, très sympas. Et tout ça, c'est un moyen d'augmenter les contrôles et c'est un moyen de contrôler ce qui se passe un petit peu dans Jira. J'ai pas dit verrouiller, hein, parce qu'attention, l'agilité, c'est pas verrouiller. Donc, tombez pas dans le travers de vouloir verrouiller, mais d'avoir des contrôles. Voilà. Hein. Ne pas bloquer, mais simplement informer pour améliorer le process. OK. Là, ici, donc, vous l'avez compris, on voit souvent des gens, quand ils utilisent Jira, ils oublient d'utiliser l'objet version et l'objet livraison. Voilà. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi. Si, probablement pour des histoires de formation. Voilà. Hein. Donc ici, vous avez un objet euh, livraison dans lequel vous avez les release notes et vous avez tous les éléments qui sont associés. OK? Vous voyez ici, chez nous, là, on a eu un petit défaut. Hein. On a mis en statut livré. Par contre, l'approbateur, il est toujours pending. Okay. Donc, en fait, si vous êtes formé correctement à la méthode et aux outils, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir mettre en place des contrôles naturels qui vont faire que vous allez être à l'aise vis-à-vis d'un éditeur quand il va vous poser les questions. Mais comment vous vous assurez que ceci, cela? Bah, monsieur, bah voilà, ça marche comme ça dans le système. Jira Automation, pas connu a priori, je vais creuser. Je vous encourage à creuser Jira Automation, ok? Et pour les gens qui sont en Confluence Premium, je crois qu'ils ont mis maintenant Confluence Automation. Voilà, ça vient de sortir. Voilà, c'est une petite info. Ok, donc là j'ai une petite vidéo. Euh, voilà. Alors elle est en anglais. On va peut-être un petit peu l'accélérer, je ne sais pas, parce que ça fait un peu 6 minutes. Donc, euh, l'idée, ça consiste, donc on va être dans un test, donc on est dans X-Ray. Donc ici, là, vous avez le DMC 366, c'est le test plan, ok. Donc dans lequel on va avoir un test case ici qui est le 367, ok, et qui a été exécuté 51 fois. Vous allez voir pourquoi. Donc je ne sais pas si on va bien entendre la voix d'Anmol. Il semble que le son de la vidéo passe pas. Le son de la vidéo passe pas? Ok. Alors attends, je vais l'éteindre pour moi et je vais avancer. Donc en fait, là, on est en train de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? J'avance la vidéo. Voilà. Donc là, en fait, on a un test Cucumber. Donc le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le X-Ray et il va générer les, les, les fichiers feature, voilà, les fichiers préconditions. Il va générer en fait le squelette, hein, plus précisément. Et ensuite, ça va être ensuite l'automation de test à développer ces fonctions-là. Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça fait sur notre plugin DMC qui permet de faire de la gestion documentaire autour de Confluence? Il lance Confluence. Je vais avancer un petit peu parce que c'est un peu longué. Voilà. Il crée la page.
Donc ça, c'est un test Selenium, hein. Vous voyez ici, un Chrome is being controlled by automated test software. Et il manipule la page. Voilà. OK. Donc il crée la page. J'accélère un petit peu, hein. Il crée la page. Il va faire un refresh de la page. Parce qu'en fait, notre plugin, qu'est-ce qu'il fait? Pour les gens qui connaissent Confluence, ça gère les pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Or, souvent, les gens, ils veulent faire 1.0, 2.0, 2.1, etc. Ils veulent avoir une nomenclature. Donc notre plugin, en fait, il permet de générer les nomenclatures dans un espace draft. Et quand on publie, en fait, on publie dans un espace en fait publish dans lequel on ne peut pas modifier, quoi. Donc on utilise ça en fait pour notamment pour le SMQ. On va avancer un petit peu pour avoir la copie d'écran là. Voilà, on va y arriver. Oups. Donc ici, il a fait un replay. Donc la page, elle passe automatiquement en statut review et en version 0.1. Donc ça a été ça a été fait d'une manière, je dirais, automatisée en utilisant Selenium, hein. La vidéo d'après, je suis un peu court au niveau timing. Donc comme on n'entend pas la vidéo, pareil. Je vais faire la même chose. Voilà. Donc ici, il a généré le. Donc il a enregistré, il a fait les copies d'écran automatiquement. Il les a mis dans l'exécution du test. Voilà. OK. Et il a sorti un rapport. Donc ça, c'est la copie de ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que je veux montrer que j'ai review et la version 0.1. Voilà. Et là, j'ai le rapport HTML. OK. Donc, ça, c'est du travail pour faire ça, hein. C'est-à-dire que là, ce qu'on a développé, ça permet d'aller prendre un test plan X-Ray, d'aller exécuter dans ce test plan, en fait, les, les tests qui ont été développés à partir d'un input Cucumber et de remonter le résultat dans l'exécution. Voilà. Donc, on a une discussion récente là sur les tests, je dirais, automatisés. Il est évident que ça prend du temps, c'est un savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de confier ça à des profils validation, je dirais, classiques et historiques, hein. OK. Alors, on va passer maintenant à la validation continue parce que je vois que j'ai été un peu trop bavard. Euh, hop, OK. Donc, ici, on est dans l'utilisation de Quality Regulatory Aspect, hein, donc l'utilisation d'outils et de record et de la discipline, voilà, amène une meilleure qualité. On peut mettre des règles sur, alors là on l'a pas fait, mais par exemple sur la revue de code, c'est quelque chose qu'on peut très facilement mettre dans un pipeline, je dirais dans un pipeline, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très possible de faire. On peut créer aussi des demandes de changement à partir d'éléments, je dirais, d'éléments de gestion de gestion de code source comme Bitbucket. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. OK. Et je vais. Donc ça, c'est tous les éléments, voilà, que je vous recommande. Et j'ai cette petite vidéo là qui est plus associée à un pipeline. Alors celle-là, elle adresse un problème assez classique qui est la documentation des tests unitaires. Voilà. Donc ici, on a un petit programme avec des tests unitaires avec voilà, des additions, des soustractions. Enfin, c'est juste pour illustrer. Donc la personne, elle a fait sa modification, elle pousse son code, et le fait de pousser son code, ça va déclencher le lancement d'un pipeline. OK.
Donc là, on est dans le test unitaire. Hein. OK, et là, boum, erreur. Et là, vous voyez ici, hop, voilà, le test, il est fail. OK, il dit fail. Et en fait, souvent, le problème, c'est comment on récupère ça. Donc chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le pipeline, on a fait un code qui va permettre de générer automatiquement la page Confluence sur les tests, sur le résultat de ces tests unitaires-là. Hein. Tout à l'heure, on avait un exemple où on avait généré les tests, les résultats, on les a importés automatiquement dans X-Ray. Là, c'est à travers un build. Okay, on a les résultats de tests unitaires et on les remonte pour créer une page Confluence. Okay. Donc là, il a fait la modification. Et vous voyez, bon, ça a été un peu vite là. Hein. Mais cette fois-ci, le pipeline s'exécute correctement. Vous voyez, le test, il est passe là. Hein. Okay. Et vous voyez ici, vous avez deux pages. D'accord? 6 décembre 2023, 9h53, 9h57. Évidemment, quand je vais aller dans le 9h57, là, cette fois-ci, tout est bon. Okay. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est de vous montrer que c'est une question de méthode et d'outils, et qu'il faut des compétences pour faire ça, et que sinon, c'est, je pense, difficile. Et pour cela, je pense que voilà, c'est comme souvent, pour réussir, voilà, il faut la bonne équipe, quoi. Hein. Donc, il est 53. Donc, ça va nous permettre peut-être de prendre des questions. Donc, je vais vous parler de l'offre ADN. Donc, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est on fait un diagnostic par rapport à votre situation. Ensuite, on vous fait une prescription. Et ensuite, libre à vous d'implémenter comme de manière autonome ou pas. Sinon, on peut effectivement vous faire le paramétrage. Et le mieux, encore une fois, c'est de faire un accompagnement sur un projet parce que ça donne un résultat tangible, rapide et du coup, vis-à-vis des directions, c'est c'est beaucoup mieux, quoi. Hein. Donc, je vous rappelle le catalogue de services et il nous reste donc quelques minutes pour prendre des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et je serais surpris qu'il n'y en ait pas, mais bon, on ne sait jamais. Donc, ne soyez pas timide. Alors, qui se lance? Pas de questions? Ah, si, voilà, première question. Euh, Alors, là, j'ai une question. Alors, je vais faire effectivement une petite sélection. Comment valider l'outil? Parce que c'est une question qui revient très, très régulièrement. Hein. Euh, donc, dans ce guide GAMP5, le guide recommande en fait l'établissement d'un rapport d'adéquation par rapport à ce besoin et pas une validation traditionnelle. D'accord? Ce qui facilite quand même euh, beaucoup la charge de travail et surtout ce qui déverrouille l'utilisation d'outils, quoi. Hein, parce qu'en fait, des outils, tout le monde en a, quoi. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est de prendre un petit temps de recul pour vérifier un certain nombre d'éléments. Alors, ça va être la signature électronique, ça va être l'archivage. Bon, voilà. Il faut savoir, alors il n'y a pas de malice là-dedans, hein, mais par exemple, dans Azure DevOps,
la conservation des exécutions de tests, c'est 1 an. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fait attention à ça, bah, du coup, c'est embêtant, quoi. Hein. Donc là, j'ai répondu à une première question. Alors, j'ai une autre question. Alors, avez-vous un ordre d'idée de l'investissement nécessaire pour s'équiper en termes d'outils hors formation agile? Euh, L'investissement agile, enfin nous on utilise la suite Atlassian, hein, ça, c'est un secret pour personne, mais bon on n'est pas spécialement innovant là-dessus, hein. Je crois que c'est peut-être 80% des gens qui utilisent. Donc les outils en eux-mêmes, on est sur la base d'abonnement cloud. Je dirais qu'il faut compter, allez, plugin inclus, etc., etc., à peu près 10 euros par utilisateur et par mois. Voilà. OK. Voilà. Euh, alors, on parle de stockage de données dans le cloud. Ce sont des clouds publics, oui, la plupart, mais vous avez la possibilité de spécifier l'endroit où vous voulez stocker vos données, quoi. Hein, voilà. Vous pouvez les stocker en Allemagne, notamment, plutôt que de les stocker, je dirais, aux États-Unis. Mais ça vous euh, soustrait pas à l'obligation de temps en temps, un, de faire des sauvegardes et deux, de prévoir un système, je dirais aussi, d'export. Hein. Alors, pas une validation de traînée, ce sera compliqué à accepter par nos autorités. Bah, oui et non, parce que aujourd'hui, les autorités elles sont de plus en plus à l'écoute de ces nouvelles méthodes. Elles n'ont pas le choix, notamment, je dirais, au niveau de la FDA. Par contre, il faut bien mettre à jour vos procédures et bien les argumenter. Hein. Donc, c'est loin d'être impossible. C'est loin d'être impossible. Euh, Vous me répondez sans possibilité d'autorité des data centers. Les data centers d'Altation, ils sont chez AWS. On peut auditer, on peut avoir des rapports d'audit partagés. Il n'y a pas de problème. Hein. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Tac, 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 tac. Euh, alors, validation ou qualification. Bah, oui, on pourrait utiliser la même approche pour comment dire, de la qualification d'équipement. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que euh, bon, aujourd'hui, les démarches agiles elles sont plutôt implémentées sur des périmètres digitaux, quoi. Hein, voilà. Ensuite, j'ai une question sur je développe beaucoup avec PLSQL. Pourrions-nous utiliser Selenium pour du PLSQL qui n'est pas du web? A priori, non. Hein. Mais il peut y avoir d'autres moyens, je dirais, de test. Et l'exemple qu'on vous a montré à la fin, là, il y a possibilité ensuite de remonter ça dans de la documentation. Hein. Ensuite, j'avais une question tout à l'heure, je crois, d'Aurélien. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans un environnement GXP, il est vraiment important d'utiliser Jira et Confluence. C'est Confluence qui va apporter la dimension documentaire. Et c'est sur cette dimension documentaire qu'on va pouvoir apporter des workflows de signature. Hein. Voilà, je crois que j'ai répondu à la majorité des questions. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, donc si vous avez des questions par la suite, je vous mets dans le chat mon adresse email. OK?
Je pense que ça doit être ça, son adresse. Que je ne dise pas de bêtises, que je fasse pas d'erreur. Voilà. Voilà. La semaine prochaine, on continue nos aventures. Et ça sera le SMQ, comment mettre en place un SMQ ISO 13485 agile en s'appuyant sur cette plateforme Atlassian, qui est effectivement une des plateformes les plus utilisées par les développeurs, en tout cas dans le monde du digital. Voilà. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Et je vais trouver un moyen donc la vidéo, l'enregistrement sera mis sur notre chaîne YouTube là dans les jours qui viennent et on enverra également aussi la présentation. Voilà, merci à vous et à très bientôt.